Bonjour vous autres! Alors, on est le samedi 27 juin, fin de journée. On commence une nouvelle semaine de vlog ensemble et je suis en vacances! Oh! Donc, joie totale en ce qui me concerne. J'ai survécu depuis 2 semaines et là, je m'apprête à juste comme profiter de la semaine qui s'en vient pour n'avoir aucun agenda et faire ce qui me plaît. J'ai déjà une lecture en cours parce que je me suis dit que tant qu'à commencer ma journée du samedi en travaillant, ma dernière journée avant les vacances, je pouvais au moins choisir une lecture qui spontanément me faisait envie. C'est-à-dire que je crois que je vais être à jour dans les traductions françaises des fameux William Wisting de Jornir Horst parce que je sais que je n'ai lu déjà un en juin, mais ça me tentait de lire l'autre. Et c'est le 15e tome de la série des William Wisting. Ça s'intitule en français L'autre enquête. Et on retrouve William Wisting qui est en train de faire son travail comme d'habitude et qui reçoit un jour un chat. Qui reçoit un jour une lettre, pas une lettre, un courrier en fait, d'une dame qui lui demande si par hasard il n'y aurait pas eu, par exemple, des événements ou des choses qui pourraient correspondre à la disparition de son ami qui est disparu, je me souviens plus combien de temps. Puis, bon, lui, il vérifie. A priori, il n'y a pas rien qui s'est passé dans le district. Donc, voilà, il dit simplement que, bon, c'est peut-être pas dans son district que ça s'est passé. Ça l'intrigue quand même. Et il finit par apprendre que cette femme-là a, suivant la disparition de son ami, a décidé de mettre en place un site de comme crowd detective, genre un peu un espèce de site de true crime, mais pour essayer de résoudre justement une enquête en particulier. Donc les gens peuvent se connecter au site avec un pseudo, puis dans le fond, elle la met elle a mis en ligne les informations qu'elle avait par rapport à ça, puis là, plus c'est allé, puis il y a des gens qui se sont connectés, puis qui ont amené comme leur pierre au moulin, puis leur expertise, leur pierre au moulin, leur eau au moulin, puis leur expertise, puis ça fait avancer un peu l'enquête, mais elle est quand même bloquée. Donc, voilà. Donc, elle demande un peu l'aide de Wisting. Le Wisting qui aime juste, c'est pas vraiment... Parce qu'en fait, on parle d'une femme qui a disparu en Espagne. Donc, il est comme, ouais, c'est pas vraiment dans ma juridiction, mais ça le titille. Fait que vous connaissez Wisting, il veut bien faire. Il essaye quand même d'enquêter un peu de son côté. Et avec joie, j'ai retrouvé la fameuse Lina. Je ne sais pas si on va la retrouver beaucoup, mais sa fille, Lina, qui est journaliste, est de retour. Donc, j'espère que ce roman va enfin être un roman où on a un peu plus le duo père-fille. Pour rappel, Wisting est un policier, sa fille est une journaliste. Et ils font souvent des enquêtes sur des choses des sujets qui ont l'air un peu différents, mais qui finissent par se recroiser. Donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment deux façons d'approcher les enquêtes. Et là, plus ça va aller, puis plus, en fait, Wisting est mis de l'avant, pas mis de l'avant, mais est mis devant des situations qui se passent localement, puis éventuellement, on dirait que ça donne des signes comme quoi on dirait que ça fait un peu référence peut-être à certains éléments qui se trouvent dans la situation. Le cas en particulier qui lui a été soumis par cette fameuse personne qui s'est identifiée comme étant une Michelle Norris, mais il n'y a aucune idée de savoir, il n'y a aucune idée, puis il n'y a aucun moyen en fait de savoir si c'est vraiment ça son identité. Donc, on se lance là-dedans. Ça a l'air intéressant. C'est vraiment... Là, ça va éventuellement devenir une enquête officielle, je crois, et potentiellement avec 2 juridictions. Donc, pas toujours tout le monde qui veut coopérer entre les corps policiers. Mais évidemment qu'on a aussi en parallèle des points de vue de certaines des personnes qui interviennent sur le fameux site de True Crime. Et on a aussi les interventions du user Darby, qui est le username que la fille de Wisting a créé sur le site de True Crime, parce que Wisting était comme, je sais pas comment me créer un profil, là, je suis policier, et qu'elle va voir un peu, puis elle est comme en train de se dire que ça ferait peut-être un bon sujet, parce que, en fait, ce qui inquiète la dame qui a fait le signalement, c'est qu'il y a une des personnes qui était super active dans le site, puis qui a comme arrêté du jour au lendemain d'interagir. Donc, a priori, la dame qui a parti le site, c'était pas pour cette personne-là qu'elle avait parti le site, mais là, c'est juste que ça l'inquiète un peu. Fait que là, évidemment, que bon, Lena va dire, la disparition de quelqu'un qui travaille sur un true crime, c'est louche. Et puis là, évidemment, Wisting va dire, il fait plusieurs recoupements et tout. Donc, on est là-dedans. J'aime toujours autant la plume de Jornir Horst. C'est vraiment un petit bonheur. Et en plus, j'allais en livre audio et c'est lu par le fameux, je vais toujours
Christophe Brault, je pense, que j'adore, comme je vous disais, qui fait la narration, entre autres des Wisting, mais qui fait aussi la narration des Fred Vargas. Donc voilà, je les retrouve avec bonheur. Et quoi de mieux pour un vlog de vacances, de début de vacances, que vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté quand je suis allée travailler en librairie. Bon, j'avais un livre que j'avais mis sur ma liste depuis longtemps que je voulais acquérir, puis finalement, je me suis lancée un peu dans les dépenses parce que, bon, hein, c'est la vie. Alors, j'ai finalement acquis, empaqué pour avoir à la maison, le fameux avant-dernier tome de Pierre Giorgio Polexi, dans le fond de la série Eva et Mara. Donc, Stella, et qui, je vous rappelle, est un livre qui se situe avant La mariée silencieuse, que j'ai lu tout récemment et dont je vous ai parlé. Mais j'ai pas encore La mariée silencieuse en format poche, donc j'attends qu'il sorte en format poche. Donc, j'ai acheté le format poche de celui-ci, et l'année prochaine, sans doute, je vais pouvoir avoir accès à La mariée silencieuse en format poche, et je vais l'acheter. Donc, celui-ci, publié chez Gallmeister, donc je l'ai déjà lu. Ensuite, je suis restée chez Gallmeister, format poche, donc chez Totem. Et ça, c'est une enquête que j'avais vue passer. Ça m'intrigue. Je les ai vus passer en grand format chez Gallmeister, puis j'étais pas sûre si j'allais me lancer dedans ou pas. Mais là, il était là. Puis je me suis dit, pourquoi pas. On reste en Italie. Donc, c'est l'auteur, c'est Leo Giorda. Et c'est l'Ange gardien. Donc, si j'ai bien compris, c'est les enquêtes de Woodstock. Donc, Woodstock qui est un enseignant un peu hippie encore et qui, sous l'emprise de drogue, devient complètement une espèce de Sherlock Holmes, donc super compétent et tout. Mais dans le fond, ce qui va arriver, c'est que dans ce cas-ci, dans le quartier de San Lorenzo à Rome, il y a le corps d'un orphelin qui va être retrouvé dans une poubelle. Là, je me réfère à la 4e de couverture. Et le vice-questeur du district, dans le fond, qui s'appelle Chiesa, il pense qu'il tient le coupable, mais le suspect, dans le fond, dans ce cas-là, va faire appel à un détective privé. Ah, je me suis trompée. Il s'appelle Woodstock, mais en fait, le détective privé, c'est ce fameux enseignant hippie, mais qui s'appelle en fait Adriano Scala, mais qui se fait appeler Woodstock. Donc, ça va être son enquête, j'imagine, un peu on the side, avec sous influence. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, voilà pour celui-ci. Donc, celui-ci n'est pas lu. Ensuite, j'ai continué ma collection des plis aux éditions Lorma. Je trouve ça toujours... Ouais, ça, les plis, c'est des collections d'extraits de correspondance d'auteurs qui nous donnent une espèce de... qui ont été sélectionnés dans le but de faire ressortir un questionnement, un pan de la vie d'un auteur ou d'une autrice. Puis j'en ai déjà quelques-uns, d'ailleurs, que je suis en retard, je n'ai pas encore lu, mais quand j'ai vu celui-là, je n'ai pas pu résister. Donc, c'est Frida Kahlo. Donc, publié chez Lorma. La thématique, c'est Manie palpite. Dans le fond, comment ça fonctionne, ça, c'est qu'a priori, le pli, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est fait pour être expédié comme ça. Donc, vous avez les instructions ici. A priori, vous pourriez, ça fait une enveloppe, là, je ne le fais pas au complet, mais c'est quelque chose qui va finir par pouvoir être expédié par la poste. Bon, moi, je me le suis auto-offert, mais après, c'est ça le concept. Donc ça, c'est super intéressant, pas très cher, vraiment. Puis à l'intérieur, c'est des correspondances, des extraits de correspondance de l'artiste ou de l'autrice ou de l'auteur ou des artistes, et avec, des fois, comme là, on a une photo également. Donc, toujours intéressant c'est comme une façon de se mettre l'eau à la bouche pour potentiellement découvrir plus sur un artiste ou un écrivain, puis peut-être aller plus loin dans une biographie complète. Donc, j'aime toujours vraiment beaucoup cette collection-là. Et enfin, j'ai vu passer cette collection-là en raison du fait que j'achète des livres de cette collection-là pour la bibliothèque où je travaille, mais je ne m'étais pas encore lancée dedans. C'est des courts récits. Je ne sais pas si c'est des récits ou juste des... Oui, c'est des courts récits, je pense. Ça avait été mis en biographie, mais... Je ne sais pas si c'est de l'autofiction ou des récits de vie. Mais par contre, c'est une autrice qui, je crois, a quand même écrit des romans dans mon souvenir. Et c'est donc ceci. Alors, c'est « Je pense qu'il y a des pots sur lesquels les caresses brûlent ». Récit d'une amie de Lily Pinsonneau. Voilà. C'est publié dans la collection Désordre et c'est chez... Où sont les crédits? Ah non, c'est aux éditions Désordre. Donc, voilà, publié aux éditions Désordre. Et à l'arrière, ça nous dit « J'appelle Joël en pleurant. C'est niaiseux, hein, mais je me souviens même pas d'avoir déjà pensé que ça se pouvait qu'il meure.
Lily, c'est pour ça que vous êtes plus ensemble. Tu disais que tu étais tannée d'avoir toujours peur qu'il meure, que tu n'en pouvais plus. Elle a raison, ça me revient. J'étais jeune, j'avais peur. Je me fâchais contre lui parce que je voulais arrêter d'avoir peur. Je sens que ça va être remuant. Alors voilà pour la petite brassée d'achat que j'ai faite au Furteur, donc la librairie où je vais travailler, mais qui est aussi une de mes librairies préférées. C'est également comme ça qu'on va se lancer ça, ce vlog-là. Cette semaine-là de vlog et de repos et de allons-y, faisons ce qu'on a envie de faire au moment où ça nous fait envie. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance ça! Bonjour vous autres! Alors, on est le dimanche 29 juin et bon, c'est bien si je commence déjà à perdre un peu la notion du temps, ça veut dire que les vacances fonctionnent. Et je vous reprends parce que j'ai reçu un colis, mais oui, déjà pas mal préouvert, je vous dirais, et qui était supposément perdu hier. Bref, pas super, mais bon, je l'ai reçu, je l'ai reçu. Alors, attention aux oreilles, je vais ouvrir ça. Alors, c'est un peu étrange. J'ai quand même regardé un peu parce que j'étais censée avoir 5 livres puis ils sont là. Mais j'ai un livre que j'ai jamais demandé. Je pense que je vais pas vous le montrer parce qu'en plus, c'est un livre qui met de l'avant la vision chrétienne de la Terre. Donc, je suis pas sûre que ça me tente. Alors, ça va sans doute se rendre dans un croque-livre. J'ai aucune idée pourquoi il a été joint à mes achats. Alors, ce sont tous des livres que j'ai achetés qui sont en fait pour ma bibliothèque parce que je les ai déjà lus. Donc, sans surprise. En fait, j'ai pris le dernier des recueils de strip comics de Sarah Anderson que j'avais pas, donc je l'ai lu quand même, là, mais c'est Big Mushy Happy Lump. Big Mushy Happy Lump. Donc, encore une fois, pour rappel, c'est des scènes de la vie quotidienne d'une jeune femme qui est en train d'étudier l'art ou l'histoire de l'art à l'université. Puis, ben, c'est ça, c'est toutes les petites... tout ce qui peut arriver quand on passe à l'âge adulte, quand on se demande comment on peut poursuivre sa vie alors qu'on ne sait pas trop quoi faire pour la suite. Puis c'est quelqu'un de très introverti, donc c'est vraiment de l'autofiction. J'ai toujours beaucoup aimé ça, donc c'est le seul qui me manquait. Et sinon, parlant de compléter des collections, eh bien, puis là, je me demande juste si je ne l'ai pas déjà, celui-là. Est-ce que je l'ai déjà? Je suis pas sûre. Je pense pas. Ouf, c'est compliqué. J'y rentre dans, dans une application de suivi, mais là, on dirait que je n'étais pas sûre. Alors, c'est dans les Agatha Christie, bien entendu. Alors, c'est tout des Hercule Poirot, je crois. Oui. Alors, j'ai pris Dumb Witness. Hickory Dickory Dock. One to Buckle My Shoe. On a une petite thématique ici de comptine enfantine. Et Sad Cypress. Donc, 4 romans de Hercule Poirot à mettre dans la collection, donc que j'ai déjà lu. Alors, c'est tout, c'était juste ça. C'est pas des découvertes, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais qui vont aller... Je sais plus où je vais les mettre parce qu'en fait, c'est plein dans mes Agatha Christie ici. C'est rempli, ça déborde là. Je sais pas trop comment je vais organiser ça, à moins que je mette ce qui est là ici, qui sont des albums jeunesse que j'ai pas encore lus, puis que peut-être que finalement je vais encore me garder pour me faire peut-être un calendrier de l'avant album comme j'avais fait l'année passée, puis j'avais vraiment aimé ça. Il faut juste que je réorganise un peu ça, là. Je sais pas trop comment les mettre, mais bon. Voilà, c'était mon unboxing. Sinon, je suis en fait très avancée dans ma lecture en cours. En fait, j'ai commencé hier l'autre enquête de Jornir Horst. Et j'ai dépassé la moitié, je crois. Je suis vraiment prise là-dedans. Et là, cette fois-ci, j'ai fait vraiment la lecture hybride. Donc, j'ai écouté des grands bouts avec le livre audio. Mais j'ai aussi lu beaucoup sur la liseuse. Puis ben, je me promène en fait d'un à l'autre, dépendant de ce que je fais. Quand je suis à la maison, évidemment, je le lis avec mes grands yeux. Et ben, quand je suis en déplacement ou que je suis dehors, ben, je l'écoute. C'est vraiment intéressant. C'est prenant. On est vraiment dans une approche différente de l'enquête.
On est vraiment dans l'approche true crime. Donc, ça me fait vraiment penser, en fait, ben, c'est une approche qui me fait penser au duo que Jornir Horst a fait avec... Excusez, là, mon toupette est encore trop long. Récemment, que j'ai lu, justement, je vous mettrai la vignette, mais justement, on était dans un... Ben, c'était pas vraiment pareil, là, mais c'était un homme qui voulait être policier dans le temps, mais qui n'avait pas pu le faire, puis qui faisait maintenant des podcasts, qui essayait de se promener à travers le pays pour pas détecter, mais déterrer des cold cases, puis essayer de les résoudre, avec une approche vraiment qui est comme en dehors des sentiers normaux et officiels. Dans ce cas-ci, dans le fond, comme je vous disais, il y a Wisting, mais en raison du fait qu'il y a l'espèce de site de crowd detective, crowd detecting, ben, on va avoir plusieurs points de vue. Donc, on va avoir le point de vue officiel de William Wisting. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de point de vue ensuite, c'est vraiment, ben, je vous en avais parlé un peu, mais ça va être présenté sous les pseudos qui sont utilisés sur le fameux site de crowd detecting. Donc, il y en a qu'on sait c'est qui sont, la plupart du temps, on sait c'est qui sont derrière, mais donc les points de vue se multiplient sous cette forme-là. Donc, c'est vraiment l'enquête officieuse versus l'enquête officielle. Puis, ben, c'est des enquêtes pas journalistiques puis pas policières dans les deux cas. Puis, il y a aussi l'INE qui fait comme un point de vue journalistique, mais qui est quand même sur le site de crowd detecting pour essayer de s'informer. Donc, voilà, à date, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps. Moi, vraiment que j'arrive pas à lire aujourd'hui parce que j'ai un mal de tête qui a recommencé, mais c'est normal, c'est des vacances classiques. Mais sinon, j'apprécie toujours ma lecture en cours. Puis, ben, c'est ça. Quand je l'ai terminé, je vous en parlerai. Puis, ben, après ça, on passera à la prochaine. J'ai bien hâte de pouvoir dévorer plein de livres cette semaine. J'espère que ça va fonctionner. Fait qu'on se dit à tout de suite. Intergénérationnelle. Bon, la littérature japonaise, c'est à petite dose, mais souvent, quand je lis, je suis une pépite. Elle reste bien chaudement dans mon cœur. Là, j'aime tout. La couve, en plus, ça se passe en été, donc je pense que ça peut être la lecture parfaite, là, à incrémenter dans les prochaines semaines. Bonjour vous autres. Alors, on est le lundi 29 juin, congé. J'ai pas encore la tour d'être en vacances parce que c'est mes journées de congé habituelles. Et je reviens d'une petite virée pour aller trouver un objet que j'ai vu par hasard, qui a passé dans mon fil d'actualité et que mon ami de toujours, quand j'ai montré, était comme « Ah, ça me le prend absolument! » Puis c'est vraiment dans une place louche, genre de magasin d'économie familiale. Et puis, ben c'est ça. Fait que j'allais me promener là, j'ai fait un peu de magasinage. Et puis, je suis revenue, mais en même temps, j'ai continué ma fameuse... Et en fait, j'ai continué et terminé ma lecture de l'autre enquête de Jornir Horst. Et c'était excellent. C'était pas un coup de cœur total parce que à partir de peut-être du dernier tiers, j'ai un peu senti où ça allait se diriger, puis j'avais comme déjà un peu une idée de qui était la personne qui était responsable d'une partie de ce qui était en enquête. Mais bon, en même temps, ça m'a pas vraiment empêché de profiter du restant de l'histoire. Je pense que ce qui est super intéressant là-dedans, c'est vraiment la structure qui a été proposée. Donc, ça s'appelle l'autre enquête parce que c'est une enquête en parallèle qui est faite sur justement un site de crowd detecting et que ça implique toutes sortes de mondes qui sont liés ou pas liés, qui sont aptes à faire des enquêtes ou pas, qui ont différentes raisons pour essayer de faire avancer les choses. Ça a amené aussi un regard sur la technologie aujourd'hui. Il y avait même Wisting là, qui faisait son petit papa et grand-papa d'expérience qui reconnaissait à quel point la technologie pouvait aider, qui reconnaissait à quel point lui avait peut-être un petit peu moins ses réflexions, mais qui prenait quand même. Donc on a quand même, tu sais, c'était pas comme un jugement contre la technologie, c'était plutôt une reconnaissance que lui, dans le fond, il y a plein de choses sur lesquelles il allait vers la technologie, puis d'autres choses qui revenaient quand même vers l'analogique. Mais dans ce cas-ci, ça mettait vraiment de l'avant, justement, le côté, l'enquête par le commun des mortels. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça mettait de l'avant ce que ça peut amener comme information. Parce que c'est une force, entre guillemets, une force d'action multipliée par le nombre de personnes qui sont impliquées, mais qu'évidemment, ça amène beaucoup de bruit dans la collecte d'informations parce que
ben, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment totalement savoir si c'est vraiment des sources qui sont fiables. Il y a de tout et de n'importe quoi qui va être amené. Il y a aussi beaucoup de personnes qui tirent des conclusions ou qui accusent des gens out of nowhere. Donc, on avait quand même la partie aussi de dérive potentielle de tout ce qui est travail collaboratif anonyme en ligne, puisque c'est vraiment une plateforme sur laquelle on pouvait, il fallait absolument qu'on se crée un compte, mais on avait quand même ben, pas un avatar, mais un alias pour. Bon, on pouvait mettre un alias pour s'impliquer. Donc, a priori, les gens ne savent pas nécessairement qui on est. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comment c'était intégré. Ça faisait exactement partie du récit. Et c'était pas juste un moyen d'enquête, sans en dire plus. Ça avait quand même un impact encore plus grand que ce qu'on pouvait prévoir dès le départ, au cœur du déroulement de l'enquête, au cœur de l'enquête en général. J'ai beaucoup aimé ça. Encore une fois, Lina n'était pas beaucoup là. Donc, ça m'a fait quelque chose parce que j'étais comme, oh non, mais dis-moi pas qu'on va perdre la fameuse Lina dans son implication journalistique. Elle était là. Elle s'est impliquée un peu en parallèle. Elle représentait vraiment plus la partie de vie personnelle de Wisting qui le tirait par la manche par moment pendant son enquête. Par contre, il y a une super belle aussi complicité qui se développe en fait avec une policière qui fait partie de l'équipe, qui est une récente ressource arrivée dans l'équipe de William Wisting. Donc, Maren Decke, je pense, quelque chose comme ça. Qui est une policière qui a vécu un acte, en fait, qui a vécu un traumatisme dans le cadre d'une enquête, d'une intervention policière, puis qui est maintenant, qui a été blessée, en fait, et qui ne peut plus être sur le terrain, donc qui est obligée de faire supposément des enquêtes un peu plus tranquilles. Mais dans ce cas-ci, qui se retrouve dans une situation où, ben, avec William Wisting, finalement, les choses avancent différemment, était quand même terrain, finalement, au bout du compte. Fille intelligente, un peu dans la force de l'âge, mais qui a vécu d'autres choses en raison, entre autres, de sa blessure, ben, ça permet d'amener un point de vue différent. Les points de vue parallèles, donc de l'autre enquête aussi, on approfondit quand même une bonne partie des personnages importants. J'ai vraiment trouvé, là, je sais pas, c'est super bien maîtrisé finalement, le dosage, l'alternance des points de vue, le rythme de l'intrigue, le dosage de l'enquête parallèle versus l'enquête officielle, une partie de coopération avec une autre brigade qui était la brigade espagnole. Donc ça, c'est toujours un peu intéressant, ça donne toujours lieu un peu des fois à des frictions ou des quiproquos. Comme je vous dis, la seule chose, c'est que c'était peut-être juste, peut-être parce que j'en ai lu souvent ou peut-être parce que j'ai plus porté attention, mais c'est juste que dans le fond, on comprend un peu plus rapidement. Je pense que, dans le fond, Yann Horch amène le lecteur vraiment à porter attention à des choses importantes assez tôt dans l'histoire, ce qui fait que je pense qu'on a pas mal tout ce qu'il nous faut en main pour comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer éventuellement. Non pas qu'on a tous les indices, bien sûr, parce que c'est quand même un principe que c'est pas tout qui nous est divulgué quand même, là, ce qui est trouvé par les enquêteurs. Mais super enquête, en fait. Je sais pas si on... C'est sûr, c'est toujours mieux de lire les William Wisting dans l'ordre, parce qu'il y a vraiment une évolution là, des personnages principaux. Mais dans celui-ci, à la limite, je pense que c'est peut-être un des presque seuls qu'on pourrait prendre de façon autonome. Là, dans le fond, ce qu'on prend finalement, William Wisting, Ouillet, puis la brigade. Il n'y a juste pas beaucoup de retours sur qui il est puis d'où il vient. Il faut juste qu'on prenne les choses telles quelles. Je vous suggère quand même de les lire dans l'ordre, mais à la limite, si vous vouliez juste lire celui-là, je pense que ça vous donnerait quand même une très bonne idée de l'écriture de Jan Horst. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça s'est terminé, puis comme je dis, c'est ça, c'est juste la partie divulgation. Il n'y a pas de divulgation, mais peut-être un petit peu un tissage, peut-être un petit peu moins discret vers la fin, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé, là, en fait, il y a les tomes 16 et 17 qui ont été traduits en anglais. Donc, je me tente un peu l'impatience pour savoir si je vais pas éventuellement dans les prochains mois, semaines, mois, je sais pas, essayer de les trouver en version audio en anglais puis de les écouter parce que j'aime trop retrouver la galerie de personnages, l'écriture qui est proposée par Jornir Horst et évidemment son écriture à lui. Fait que voilà, super lecture pour commencer celui-là-ci. Et ben, comme j'étais en déplacement, j'avais envie d'écouter autre chose. Et là, je ne savais pas trop quoi faire, quoi choisir. Je vais garder un peu. Puis comme on va bientôt être au début du mois,
du mois, le début du nouveau mois. Ça veut dire pour moi un nouveau Agatha Christie et un nouveau Lucy Maud Montgomery dans la série des Anne. Puis là, ben, le Agatha Christie qui est proposé, c'est finalement un livre de Mary Westmacott, qui est le nom de plume que Agatha Christie avait pris pour écrire de la romance. Je sais pas si je vais me lancer ou pas. J'ai toujours été intriguée, mais je sais pas si je vais me lancer. Et puis comme j'étais pas sûre, je me suis dit, je vais aller avec les Anne. Puis je suis rendue à Anne of the Island. Donc le tome 3 de la série de Anne la maison au pignon vert. Et j'ai trouvé en version audio originale. Pour rappel, en fait, le tome 3 de Anne of the Island, c'est on va suivre Anne finalement qui a 17 ans et qui, après plusieurs événements importants dans sa vie, après avoir passé un moment enseigné, va finir par aller à Redmond, donc Redmond College, un peu l'évaluation université pour faire un bac. Et donc, on va la suivre. Donc, Anne of the Island, c'est en fait, c'est avec le parcours qu'elle va avoir à Redmond, finalement, pendant ces 4 années. Puis là, dans ma tête, c'était Anne of Windy Poplars parce qu'elle est quand même en pension dans Anne of Windy Poplars, mais je pense que c'est quand elle va enseigner ailleurs après, dans mon souvenir. C'est un petit peu flou pour moi. Mais là, c'est encore plus fun parce que si c'est Anne of the Island, c'est lorsqu'elle va, elle s'en va à Kingston, elle s'en va en pension, mais elle va être en pension chez, il me semble que c'est Miss Patty, mais je me souviens plus si c'est ça le nom, mais en tout cas, c'est 2 sœurs qui les accueillent, puis sont vraiment super sympathiques. Parce que c'est comme ces 2 jumelles qui ont vieilli beaucoup puis qui accueillent juste 2 pensionnaires par année. Puis là, c'est Anne et sa meilleure amie qui sont là. Puis ils sont vraiment singulières. Puis ça, ils vont avoir une certaine place dans la vie de jeunes femmes, en fait, d'Anne éventuellement, de différentes façons. Donc, je suis bien contente de me retrouver là. Alors, ben, ça, évidemment, c'est toujours de la lecture doudou réconfort. Donc, ben voilà, c'est ce que j'ai comme lecture en cours. Je vais vous reprendre dès que je vais avoir avancé dans le Anne of the Island. Donc, qui est, comme je vous dis, techniquement une relecture parce que j'ai lu souvent Anne Kitson-Hill en français. Mais j'ai écouté Anne Kitson-Hill en français aussi. Je crois que j'ai juste lu une fois en papier Anne of the Island, mais je ne l'ai jamais relu depuis. Puis c'est la première fois que j'écoute en livre audio, donc pour moi, c'est une relecture, mais c'est vraiment différent. Je porte attention à des choses vraiment différentes, comme je connais déjà l'histoire. Mais là, voyez-vous, ça se mêle un peu pour moi. Le tome 3, 4 se mêle un peu, comme 5, 6 se mêle un peu, puis 5, 6, 7 se mêlent un peu ensemble. Puis il y a juste le 8 que je sais qui est vraiment à part, parce que c'est Rilla of Ingleside, un des tomes que j'ai relu le plus souvent, avec Anne of Green Gables. Alors voilà, j'arrête de blablater et on se dit à tout bientôt. Hey, bonjour vous autres. Alors, on se retrouve à un endroit particulier. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller au nouveau point de service d'une bibliothèque de Saint-Jean, qui se trouve à être au domaine Trinité, qui est, je pense, un parc, salle d'exposition. Puis c'est cool parce que c'est un service, c'est un point de service, donc il y a certains services qui sont là, mais c'est plutôt une zone de lecture avec une sélection de livres qu'on peut soit emprunter ou des livres de référence. On peut aussi rapporter des livres qu'on avait emprunté à d'autres bibliothèques. C'est un super beau lieu, fait que je vais vous mettre quelques images. Puis je vais peut-être m'installer ici pour lire des livres que je devais rapporter, mais que je n'avais pas encore eu le temps de lire. Donc, on verra. Alors, voilà.
Bonjour aux autres. Alors, petite chronique tentative en extérieur dans le, dans le super coin d'Heure du Compte qui est vraiment excellent. J'ai passé du temps dans la bibliothèque pour lire un petit peu. Puis d'ailleurs, je vais vous rendre compte de certaines lectures. Il y en a une que j'ai lue tantôt avant de partir, puis une autre que je viens juste de lire dans le nouveau point de service. C'est vraiment super. C'est sûr qu'éventuellement, ça va être de plus en plus utilisé. En tout cas, je leur souhaite. Pour le moment, c'est encore assez niché, donc j'aime ça, il n'y a pas trop de monde. Donc, le livre que j'ai lu ce matin, c'est Les Archives mélancoliques, j'oublie toujours le nom. Les Archives mélancoliques, c'est de Myriam Bourgeois, publié chez Nouvelle Adresse. C'est un roman graphique, carnet d'auteur, carnet d'artistes autofictionnels. C'est présenté sous forme de chapitres qui sont en fait les moments de sa vie, donc une enfance, des moments de son adolescence et son âge adulte. Et ça raconte l'histoire visiblement de la narratrice qui a eu une enfance qui a été marquée par, attention, traumavertissement, mais par une mère qui avait des troubles alimentaires et elle qui était un petit peu entraînée là-dedans et ensuite éventuellement avec un manque d'estime d'elle-même, dans des sports qui lui donnaient pas droit à l'erreur, entre autres le patinage, et ensuite dans des relations toxiques. Et c'est un peu l'histoire de un peu comme une prise de position d'acceptation des différentes facettes de sa vie en reconnaissant ce qu'elles ont été, ces facettes-là, ce qu'elles ont pu changer au cœur d'elle-même, sa façon d'agir avec les autres, son réflexe de se refermer. Tout ça agrémenté d'illustrations, on dirait d'émotions, n'est pas nécessairement dans le réalisme, mais ça représente potentiellement beaucoup des émotions qu'elle a vécues pendant ces périodes-là. C'est assez touchant, je ne sais pas quoi dire sur ça parce que c'est un récit, c'est une prise de risque dans la prise de parole. C'est en même temps, je pense, une invitation à la bienveillance envers soi-même, une invitation à l'espoir de reconstruction après des expériences qui ne sont pas évidentes. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce sont des expériences qui sont importantes, qui sont dures et qui sont malheureusement courantes. Donc, que comme elles sont courantes, malheureusement, le cerveau a comme tendance à les banaliser pour essayer de dédramatiser les choses, mais c'est des choses qui ne sont pas banales. Vraiment un cheminement intéressant. Je trouve ça intéressant aussi le format qui était proposé par la maison d'édition. Donc vraiment sur le format d'un carnet, un peu comme un carnet de notes qu'on aurait pris, un carnet de gribouillage, un carnet d'instants de la vie, d'émotions, un peu d'un junk journal, mais vraiment au niveau avancé personnel. Donc, on voit vraiment que c'est une autrice qui a fait un cheminement. Donc, au-delà du... C'est vraiment un livre qui, à mon avis, oui, présente une forme intéressante, parce que c'est une forme hybride, parce qu'on a vraiment, on allie les arts aux mots, mais évidemment qu'on va le lire pour son contenu. Donc, si ça vous intéresse d'avoir justement, de plonger dans un récit de vie comme ça, qui est une espèce de petit kaléidoscope sur... en quelque part les effets d'une société qui a tendance à être très contraignante, entre autres pour les femmes, les attentes pour les femmes en ce qui concerne la valeur des femmes qui potentiellement est associée vraiment à la beauté. Aussi sur la notion de est-ce qu'on doit absolument être la personne qu'on pense que les autres veulent qu'on soit pour que ça leur plaise ou essayer d'exister par nous-mêmes. Donc, il y a vraiment des belles avancées, mais on a vraiment l'impression d'être témoin justement du cheminement d'une personne en particulier. Donc, un peu quand même, c'est comme si on ne peut qu'avoir une empathie, une admiration sur la décision de nous partager ce chemin de vie-là. Après, on ne peut pas avoir nécessairement une opinion là-dessus parce que ça demeure, comme je vous disais, ça lui appartient, c'est sa vie et tout. Donc, intéressante découverte quand même. Je dirais quand même un peu niché peut-être dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent s'y retrouver, mais il faut quand même être prêt à recevoir ça. Donc, attention si vous avez des sensibilités, comme je vous dis, rapport aux troubles alimentaires, santé mentale, emprise, relations toxiques. C'est intéressant de voir où est-ce que cette personne-là va justement décider d'aller. Est-ce que ça peut éveiller justement en vous des choses, mais si c'est quelque chose, des volets de votre vie que vous ne voulez pas rouvrir, il fait quand même référence, mais c'est pas en description totale, donc je pense que ça peut quand même être accessible à beaucoup de monde. Après, j'ai changé complètement d'optique, disons. Je me suis lancée dans le tout dernier album, mais qui est finalement un genre de roman graphique, finalement aussi, d'Orbi, donc publié chez les 400 coups, qui s'appelle Envers. Donc, c'est l'histoire d'Alphonse, qui est un homme un peu solitaire, qui
qui est un peu chaotique dans son environnement. Il y a plein de choses partout, on voit qu'il y a plein d'intérêts, mais c'est pas l'ordre et la méthode dans sa maison. Il aime beaucoup classer des boutons. Et un jour qu'il classe ses boutons, il va s'enfarger et tomber la tête dans un verre. Mais malheureusement, ce verre ne voudra jamais sortir de sur sa tête. Donc, on va le suivre tout au long du roman graphique à travers une vraiment savoureuse structure répétitive. Évidemment, on s'attend un peu à ça. Il va aller voir au départ une voisine éventuellement, malgré le fait qu'il est gêné de la situation, pour essayer de l'aider. Puis chaque personne qui va aller voir a des expertises en tant que telles, soit en lien avec leur métier ou avec leur passe-temps ou leurs habiletés. Puis tous les trucs pour retirer le verre vont être essayés, même les plus extrêmes pour Alphonse. Et bien évidemment, on est dans une comédie de situation. On peut penser, comme ça dure quand même assez longtemps comme roman graphique, je me disais, est-ce qu'on va se lasser un peu du processus? Ça reste quand même que ça s'adresse à un public jeunesse. Donc, je dirais que c'est peut-être du 6-8 ans. Donc, je pense pas que on peut vraiment se lasser du processus parce que ça contribue aussi à l'attente qu'on va avoir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'on espère que le verre sorte, mais en même temps, on n'a pas nécessairement envie que ça s'arrête parce que moins le verre se retire de la tête d'Alphonse, puis plus les mésaventures vont se poursuivre. Donc, c'est très rigolo. Il y a beaucoup de comiques de situation. Comme d'habitude, Orbi, ses dessins sont trop savoureux. C'est toujours un peu saugrenu aussi, ces personnages. C'est comme... On se doute que c'est des humains, mais souvent, il y a des humains qui vont avoir des caractéristiques un peu animales. C'est comme pas trop clair qu'est-ce qui se passe là. J'ai vraiment adoré ça. C'est hilarant. C'est vraiment hilarant. C'est quand même, comme je vous dis, par contre, d'une longueur très conséquente. Donc, je dirais 6-8 ans parce que, bon, structure répétitive, fait que peut-être qu'en vieillissant, on va avoir l'impression, comme je vous dis, que ça s'allonge. En même temps, c'est aussi un argument un peu en désaccord. Pas en désaccord, mais un petit peu qui peut peut-être jouer aussi, c'est qu'un enfant de 6 ans, dépendant de sa capacité d'attention puis sa patience, est-ce qu'il va trouver ça trop long? Mais je pense que, justement, si on aime le côté maladresse, mésaventure, problématique un peu insoluble avec des solutions complètement saugrenues, on peut juste trouver ça excellent. Donc, j'avais connu Orbi plus dans c'est des formats albums, toujours avec quand même une structure, une composition graphique qui faisait un peu référence à un roman graphique, mais c'est beaucoup moins conséquent comme durée. Là, on est vraiment allé dans la vraie grande formule de roman graphique. Et ça vaut le coup, je pense. C'est un livre, je pense, un livre d'été, là, si vous voulez l'avoir dans vos réunions de famille. Je pense que tout le monde va s'amuser, tout le monde va se bidonner. Même il est un petit peu plus vieux, c'est quand même rigolo. Je pense qu'on peut retrouver, comme c'est du comique de situation, on peut, je pense, rire à tout âge. C'est une histoire continue, donc c'est pas, disons, le principe d'une page un gag ou 2 pages un gag. C'est vraiment une histoire continue. Puis on peut juste trouver ça désagréable pour Alphonse, pour se dire, mon Dieu. Puis quand on a fini, je peux vous dire qu'on est soulagé de ne pas avoir, nous, un verre sur la tête. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Voilà, donc ça, ce sont mes 2 lectures que j'ai faites. Je suis en train de terminer le Anne of the Island avec la partie intéressante qui va arriver. Donc, évidemment, j'avais vraiment associé Anne of the Island avec ma perception de l'adaptation que j'avais eue télévisuelle. Donc, on fait vraiment un amalgame de beaucoup de tons en même temps pour créer justement cette fameuse télésérie-là. Là, je parle de celle avec Megan Follows qui a été faite au cours des années 80. Et quand je vous disais que, oh non, mais il y avait Miss Patty's, Miss Patty's, c'est dans Gilmore Girls, mais c'est que, dans le fond, c'est bien dans celui-là qu'il y a Patty's Place, donc c'est ça qui m'a mélangé, qui va finir par arriver après quelques dizaines de pages au menu, qui va devenir une espèce de, justement, leur espèce d'endroit où Anne va vivre avec des collègues étudiantes. Et bien, évidemment que c'est le quotidien de cette jeune femme-là dans la fleur de l'âge et de l'apprentissage. On est beaucoup dans ses premiers émois. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que je suis vraiment amoureuse? Et puis comme on aime notre petite Anne pleine d'imagination, mais qu'on comprend qu'elle n'est tellement pas ancrée en tant que telle dans les choses terre-à-terre du quotidien, donc les attentes de la société, se marier, avoir un amoureux, que c'est comme si elle n'est jamais certaine c'est quoi l'amour. Elle a une idée de ce que devrait être l'amour, puis elle pense qu'elle sait ce que c'est l'amour, mais est-ce qu'elle réalise vraiment quand elle est devant l'amour ce que c'est? Donc, on est là-dedans. Donc, dès que ça va être terminé, je vais vous faire un petit coucou, mais en gros, c'est quand même une relecture. J'aime beaucoup. J'ai finalement investi, après avoir acheté 2 petites versions de livres audio intéressantes, mais pas top, comme je vous disais, dans la version que j'attendais à la bibliothèque, mais qui est comme trop lente à arriver, de la narratrice Barbara Caruso,
qui s'est faite chez RB Digital. C'est une excellente narratrice. Donc, je pense que pour les prochains, si c'est disponible, tant pis, je vais les acheter, c'est pas plus grave, là, mais je vais toujours prendre celle-là parce que c'est trop... Je trouve que ça fait ressortir juste ce qu'il faut, justement, dans la plume de Lucy Maud Montgomery pour faire vivre Anne sans être dans la caricature, être capable de venir se promener d'un personnage à l'autre, sans trop que ce soit des archétypes non plus. Donc, j'apprécie beaucoup ma fin de lecture. Et enfin, je me suis fait une folie de vacances et je l'avais vu passer, je pense que c'est sur Instagram, puis c'est toujours des trucs qui coûtent assez cher, mais j'ai décidé d'investir dans un hors-série référence de je vais dire, du magazine Lire. Donc, c'est celui-ci. Et c'est Autrice inoubliable. Je ne vois pas l'envers. Autrice inoubliable. Donc, voilà. Et on a ici, entre autres, des dossiers sur Jane Austen, les sœurs Brontë, Agatha Christie, Colette, Marguerite Duras, George Sand, Françoise Sagan, la comtesse de Ségur et Virginia Woolf. Donc, comme il y avait beaucoup de noms dans ces femmes-là que j'avais vraiment envie de découvrir, ben, j'ai décidé de me lancer. Donc, c'est un budget, comme on dit en France, mais je trouvais que ça valait vraiment la peine. Donc, ça, c'est des dossiers complets. Je pense que c'est comme une dizaine de pages par autrice. Donc, je vais voir si je le feuillette pendant mes vacances, mais c'était ma petite folie de vacances. Et comme j'étais sur le point de service et j'ai décidé d'emprunter un livre, parce que quand même, il fallait que je sois là. Puis là, je me doutais, est-ce que je l'ai lu celui-là, mais je pense pas que je l'ai lu. Parce que l'auteur m'a dit quelque chose, mais il me semble que je ne l'ai pas lu. C'était le nouveau de Stéphane Carlier. C'est lui qui avait fait Clara Lee Proust, puis un autre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est celui-ci. Donc, ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde. Donc, de Stéphane Carlier, c'est publié chez... c'est quoi? Chez Le Tripode. Et la 4e de couverture dit: elle avait lu des centaines de scénarios dans sa vie. Aucun ne racontait une histoire aussi folle que ce qui lui arrivait. Ce matin-là, la plus célèbre actrice française a le sentiment que quelque chose lui échappe. Chez elle, son employé de maison l'évite. Dans la rue, on ne se retourne pas sur son passage. Et si c'était plus qu'une impression, le début d'une aventure prodigieuse? Donc, voilà, c'était... j'essaie de redire qu'est-ce que j'avais lu. J'avais Clara Lee Proust, mais... dont les gens, les perles noires de Jackie... Je me souviens plus à lequel que j'avais lu, il me semble, de Stéphane Carlier. Ah, La vie n'est pas un roman de Suzanne Cooper. Donc, celui-ci, j'avais envie de le lire. Donc, évidemment, on fait référence à la fameuse Marilyn, mais j'avais envie de peut-être le découvrir. Je vais sans doute l'écouter en livre audio, mais au moins, je l'aurai en livre papier. Alors, voilà, c'était mon point lecture plein air. Et j'espère que ça va être acceptable au niveau du son. J'ai mis mes écouteurs au cas où. Puis, ben, je vais reprendre dès que je peux. Et bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi de juillet. Et ben, dans le fond, je vous ai pris quelques fois aujourd'hui, mais je vous ai pas mis en contexte. Donc là, je suis de retour à la maison après ma petite période et ma chronique en plein air tantôt. Et ben, j'ai terminé finalement les comme 20 minutes qui me restaient de la lecture de Anne of the Island. Et ben, c'est ça. C'est toujours aussi... j'aime vraiment beaucoup cette période-là. Où est-ce qu'elle est à l'université. Dans mon souvenir, la période qui suit, donc le tome suivant, où elle va enseigner dans l'attente de futures étapes de sa vie. Dans mon souvenir, c'était plus long, mais il me semble que quand je l'ai lu en français, il n'y a pas si longtemps, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'est juste que j'avais associé ça. Je pense que quand j'étais plus jeune, ça m'interpellait moins, mais dans le fond, c'est parce que Anne avait comme 21, 22, 23 ans. Puis quand je l'ai lu les premières fois, j'avais peut-être 10 ans, 12 ans. Donc, on dirait peut-être que ça venait moins me chercher, mais là, je trouve ça intéressant. J'aime surtout l'endroit où elle habite, là, elle va habiter justement dans c'est Anne of the Windy Poplars, fait que je pense que c'est ça, Windy Poplars. Je sais pas c'est quoi en français. Anne au domaine des peupliers, bon, c'est ça, mais en anglais, elle va habiter à un endroit qui s'appelle Windy Poplars. Et c'est ça. Donc, bref, c'est vraiment, ça s'enchaîne. Alors, écoutez, qu'est-ce que j'ai... Ça change pas la plume de Lucy Maud Montgomery, toujours agréable. Je trouve qu'elle saisit toujours aussi bien l'humain. Évidemment qu'il faut mettre en contexte avec au moment où c'est sorti, là, c'était au début du 20e siècle.
mais Anne est toujours Anne-esque et ses amis rocambolesques. En fait, ses amis qui ont des vies un peu rocambolesques quand même, qu'elle se fait à Redmond, sont super agréables. Puis dans mon souvenir, on les voit un petit peu quand même encore dans les prochains. En fait, elle y fait référence. On continue, la vie continue à s'écouler à Avonlea. On a un peu moins de nouvelles d'Avonlea puisqu'on est vraiment avec Anne à Redmond dans celui-là. Mais il y a un grand basculement qui va se faire au niveau de sa vie personnelle. Enfin, on pourrait dire. J'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, c'est ça, toujours un plaisir. Alors, ce projet relecture est vraiment un projet qui me plaît, qui me fait du bien. Et c'est ça. Là, ben, en fait, après, je m'étais dit que je pourrais lire le fameux livre qui est recommandé par le défi Read Christie 2026, donc qui est recommandé par le compte officiel d'Agatha Christie. Et comme je vous disais ce mois-ci, attention, arrivée de l'écart. Donc, comme je vous disais ce mois-ci, il recommande des livres de Mary Westmacott, qui est donc un des noms de plume, en fait, le nom de plume d'Agatha Christie qu'elle utilisait pour écrire pas du roman policier. Donc, là, il me semble que c'est toutes des romances. Puis le livre qu'il recommande de lire, c'était The Rose and the You, quelque chose comme ça. You and a Rose, quelque chose comme ça. Et ça m'intéressait moins, ça avait l'air d'être plus obviously de la romance. Et bon, il y avait des choix alternatifs, dont Giant's Bread, qui avait l'air d'être l'histoire d'un jeune musicien, d'un musicien virtuose qui va finir par avoir des choix à faire assez importants pour arriver à avoir le succès qu'il souhaite avoir. Donc, je m'étais lancée plus vers celui-là. Je l'ai emprunté en livre audio à ma bibliothèque parce qu'il était disponible. Puis, je l'ai commencé, mais pour une fois, j'adore l'accent du lecteur qui est un accent britannique. Mais je pense que c'est une personne d'un certain âge qui a l'élocution un peu moins nette, disons. Un peu comme quand des fois j'avais écouté les vieux livres audio qui mettaient en scène Jean? Ah non, Joan Nixon, c'est la fameuse comédienne qui interprétait Miss Marple dans les adaptations télévisuelles. Puis même si j'adorais Joan Nixon, c'était des livres audio qui avaient été faits il y a un bon bout de temps. On dirait qu'elle était comme trop poche du micro, son élocution n'était pas super, puis ça avait comme pas été nettoyé. Puis on dirait que c'est comme un peu le cas pour celui-là aussi. Fait que j'avais de la misère à le comprendre. Fait que là, je sais pas si je vais lire celui-là. Sinon, il disait vraiment de lire n'importe quel autre livre de Mary Westmacott ou de lire Poirot de Last Curtain, donc la dernière enquête de Poirot qui avait été écrite par Agatha Christie et qui avait été envoyée à son éditeur pour être publiée uniquement de façon posthume, donc une fois qu'elle allait décéder. Je l'ai déjà lu aussi, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder, dans le fond, l'espèce de prompt du mois, c'est genre un des secrets les mieux gardés des livres d'Agatha Christie. Donc c'est pour ça qu'on allait avec Mary Westmacott, parce que c'est pas tout le monde qui savait que c'était qu'elle écrivait aussi sous ce nom de plume-là. Mais bon, on dirait que je suis moins interpellée par ce mois-ci, fait que je sais pas, on va voir pour ça. Sinon, je suis passée rapidement tantôt en genre de friperie et j'ai fait le tour. Il n'y avait pas tant de livres que ça. Avant, il y en avait vraiment plus. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Mais je me suis dit que j'allais prendre quand même deux choses. Donc, un truc pour qui est un auteur que vous devez être allé de me voir vous présenter, mais qui est le fameux Peter Mee. Donc, un autre Peter Mee qui est un autre stand-alone. Ça s'appelle Runaway. Et ça met de l'avant la vie de James Mackay. Jack Mackay. On va le voir à Glasgow en 1965 et à Glasgow en 2015. Et en parallèle de tout ça, il va y avoir une partie qui se passe en 2015 à Londres. Puis, de ce que je comprends, c'est que Jack Mackay a un passé un peu houleux. Puis, ce qui se passe à Londres, en fait, en 2015, c'est un homme qui fait trouver mort dans un appartement et que ça semble potentiellement lié avec quelque chose qui s'est passé jadis. Donc, j'imagine que tout ça va être mis ensemble, relié. Mais évidemment, avec la savoureuse plume de Peter Mee. Et enfin, j'ai décidé, juste parce qu'il était là, parce que sinon, j'aurais pu juste attendre aussi de lire en livre audio, de lire en livre numérique, parce que c'est quand même un classique, je veux dire, on a ça dans toutes les bonnes bibliothèques, mais c'est un auteur québécois
que j'ai lu étrangement dans ses, ses œuvres de jeunesse, mais il a écrit particulièrement de l'adulte et des romans policiers. Ça me tentait, ça fait longtemps que ça me tente d'essayer un roman policier de cet auteur-là. Et je parle ici d'André Marois. Je pense, ça indique que c'est comme peut-être le premier qui est paru, mais je suis pas sûre, je pense pas que c'est le premier qui est paru. Initialement, non, il est paru en 2021. Fait que c'est pas dans les premiers, puisque cet auteur-là a commencé à écrire vraiment longtemps avant, mais peu importe, j'ai quand même décidé de le prendre celui-ci parce que ça m'interpellait, c'est-à-dire que c'est Irrécupérable d'André Marois, c'est publié ici chez Héliotrope, collection noire, et donc auteur québécois de romans policiers qui semblent assez sombres et dont la 4e de couverture dit « Depuis des jours, à la même heure et au même endroit sur son terrain, le sergent détective Mazinck trouve une canette de boisson énergisante. Un désagrément d'abord mineur, puis de plus en plus irritant, surtout à l'aube d'une semaine de vacances bien méritée. En bon protecteur de la bucolique région montevilloise, Mazinck se met en tête de pincer le pollueur, s'attendant à trouver un vulgaire vandale à sermonner sans plus. Mais la forêt abrite des criminels bien plus dangereux. À croire que tous les malfrats de la province en ont fait leur repère. En menant sa petite enquête, le sergent détective ira ainsi fouiner dans des affaires de plus en plus louches, mettant en péril non seulement ses plans de vacances, mais sa vie. Heureusement, pour un policier comme lui, le danger reste toujours plus attirant que le repos. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Puis, il me semble qu'il a fait une genre de suite, une série qui s'intitule, qui commence par Bienvenue à Meurtreville. Puis, je vois ça ici, qui serait paru initialement en 2016. Mais bon, je ne sais pas si ce policier-là a été introduit avant, mais je le prends au vol avec ce tome-ci. Et enfin, j'ai reçu un autre envoi de mon fameux Brambleton Mail Club. Donc, voilà. Je m'étais dit que comme mission de vacances, je pouvais aussi m'installer puis lire en une journée là, les chapitres que j'ai à lire, parce que je pense que je vais enfin être rendue au chapitre 7. Mais bon, je ne l'ai pas fait encore, mais comme ça, je vais pouvoir faire un gros blitz de lecture. Alors, attention, pour ceux qui sont abonnés aussi au Brambleton Mail Club, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, évidemment, l'enveloppe qui est en fait un exemplaire de la Brambleton Mail, je pense, une espèce de gazette de l'univers dans laquelle l'autrice nous plonge. Chouette. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh! Excusez. Donc, de Daily Bramble. Je me trompe toujours, mais donc un exemplaire de Daily Bramble avec des nouvelles de l'univers. Le chapitre 7, en effet. Les fameuses cartes. Donc, d'abord, un personnage qui est Arthur Cromwell. Un lieu volant. Et des petits trucs un peu spéciaux. Donc, on a ici un autocollant d'un cheval ailé. De ce que je vois, de ce que je comprends. Et une carte de collection. Dans le fond, Brambleton Collectible, première édition 2026. Puis, je ne sais pas si je vais la sortir, mais... Ouais. En hologramme, je crois. À l'arrière, ben dans le fond, c'est juste le fait que c'est des collectibles officiels. Donc, j'ai aucune idée si ça va sans doute me dire quelque chose quand je vais être dans le roman, mais bon, bref. Alors, toujours ça intéressant et créatif, les fameux petits ajouts d'accompagnement littéraire qui viennent avec le chapitre. Puis là, ben écoutez, on est jeudi. Je pourrais vraiment me mettre comme défi, peut-être que ce ne sera pas dans ce vlog-ci, mais je pourrais me mettre comme défi de faire mon fameux projet de lecture, justement, des 7 chapitres. Comme ça, je serais déjà rendue à temps, je serais rendue à jour dans l'intrigue. Je pourrais aussi savoir si la plume me plaît. J'ai même pas vérifié, c'est juste je trouve ça trop cool comme projet. Fait que j'avais soutenu, puis j'ouvre ça comme si c'était des cadeaux, parce que j'ai 5 ans. Bon, j'aurais pu m'obstiner à essayer de le rentrer. Puis voilà. Donc, voilà pour la journée. Ça a été une journée super vacances aujourd'hui, parce que j'avais moins fait dans les autres journées. Ben, c'est pas vrai, parce que hier, j'étais avec ma mère.
mais j'ai pas fait de choses livresques. Donc aujourd'hui, j'ai fait comme un genre de blitz. J'ai vraiment beaucoup aimé ma visite au point de service là, du domaine Trinity. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors voilà, ben à tout de suite. Hey, coucou vous autres. Savez-vous quoi? On est le vendredi 3 juillet, mais c'est pas ça qui est important. C'est que, ben finalement, le vlog est quand même d'une longueur considérable. Puis je m'apprêtais à vous parler de ma lecture en cours, qui est une nouvelle lecture en cours. Mais dans le fond, j'aurais peut-être pas. Ben, peut-être que j'aurais le temps de la terminer avant demain, puis la mise en circulation du vlog pour dimanche. Mais comme le vlog est déjà long, j'ai l'impression qu'il faudrait comme que j'en dise un peu moins. Fait que je pense que ça va aller au prochain vlog. Alors voilà, je viens vous faire une petite annonce, un petit teasing. Alors, j'espère que ce vlog vous a plu. Il y a eu un petit peu plus de promenade, je pense, dans celui-là. Donc, ça varie un peu. En plus, la visite d'un nouveau lieu littéraire. Puis, ben, j'espère que de votre côté, la chaleur est gérable où vous êtes, en tout cas au mieux. Et puis que, ben, malgré tout, vous arrivez à lire. Fait que, ben, nous, on se dit à la prochaine!